Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler donc de la guerre en Syrie, ou plutôt de la fin de la guerre en Syrie. Et quoi de mieux pour en parler qu'une image assez marquante, on va dire, qui fut l'image de la bataille de Kobané, donc en 2015, si mes souvenirs sont bons, où les Kurdes, en gros, ont su, pour la première fois quasiment, et à eux tout seuls, arrêter finalement l'État islamique. Mais avant de revenir à tout ça, finalement, je crois que tout le monde avait un petit peu oublié la guerre en Syrie, à telle enseigne que j'utiliserais quasiment le concept de guerre morte. Une guerre morte, c'est quoi? C'est une guerre qui n'est pas totalement finie, mais dont on n'entend plus tout parler. Puisqu'à vrai dire, effectivement, la guerre, comment dire, en Syrie, la guerre syrienne, elle a surtout été marquée par la figure de Bachar el-Assad, pour le moins controversé sans doute, on peut le dire ainsi, et aussi par le conflit qui a animé d'un côté les Kurdes, du YPG, et de l'autre côté l'État islamique. Dans une myriade bien sûr, dans une constellation de factions opposées, etc. Mais je dirais que c'est ces trois éléments-là qui ont retenu l'attention. Et surtout, je pense qu'on s'est un petit peu désintéressé de la guerre en Irak après la bataille de Baghouz, en fait le dernier réduit islamique, enfin d'État islamique plutôt, enfin du moins la dernière possession, on va dire géographique fixe, le dernier reliquat du califat. Et je pense que donc ça va être 2017 ou 2019, j'ai un doute, je dirais 2019. Et je pense qu'après, peu à peu, effectivement, c'est une guerre qui est un peu tombée dans l'oubli par un manque d'activité, par une activité qui était beaucoup plus réduite en termes militaires, et aussi par une couverture médiatique qui était beaucoup moins importante, puisque ensuite a pris le relais plutôt la guerre en Ukraine. Et justement, on va reparler de la guerre en Ukraine. Donc je dirais aussi que c'est un petit peu un souvenir opportun, on va le voir tout de suite, un souvenir opportun, cette guerre, on se souvient un petit peu, comment dire, de manière opportune, je pense qu'il n'y a pas de meilleur mot, notamment les présidents, tout le monde en ce moment est en train de se rappeler que Bachar el-Assad a existé. Je pense que pas grand monde en a eu à faire quelque chose les 5 dernières années. Il n'y a pas de jugement de valeur, il n'y a aucun jugement de valeur d'un côté comme d'un autre, c'est un fait. On voit ici par exemple Emmanuel Macron qui a écrit, d'ailleurs il a écrit en français, en anglais et en arabe, l'état de barbarie est tombé enfin, je rends hommage au peuple syrien, à son courage, à sa patience, dans ce moment d'incertitude je forme pour lui des vœux de paix, de liberté, d'unité, la France restera engagée pour la sécurité de tous au Moyen-Orient. Bon, je pense pas qu'ils aient spécialement agi pour faire tomber le régime apparemment dictatorial, puisque Macron le dit, ces dernières années. Je pense pas du tout qu'il y ait eu une volonté, comment dire, de mettre à bas ce régime, mais on profite d'une petite récupération médiatique, politique, au moment de la chute du régime. Que dire encore? C'est que peut-être que les Européens n'étaient pas totalement étrangers, mais ça pourrait faire l'objet d'une vidéo, étrangers au début de cette guerre en Syrie. Cette guerre, bien sûr, qui s'inscrit à l'époque dans le vaste mouvement du printemps arabe. Mais encore une fois, il n'est pas interdit d'imaginer que le printemps arabe n'a pas été un mouvement totalement innocent, financé, soutenu. Ça me semblerait même une évidence aujourd'hui que cet État arabe a été, que ce printemps arabe, a été soutenu, notamment au niveau entre les collusions entre les États occidentaux et certains groupes armés. Mais on y reviendra. Ensuite, donc j'aimerais ici évoquer donc, je vais sans doute mal le dire, Ayat Tahrir al-Sham, et donc son leader qu'on voit ici. Qu'est-ce que c'est comme groupe? C'est un groupe islamiste. Alors certains diront rebelle islamiste, islamiste modéré. Je n'ai pas d'avis définitif sur le sujet. C'est un groupe qui est apparu en 2017, qui semble être une émanence d'Al-Qaïda, et qui va provoquer très rapidement l'effondrement du régime de Bachar el-Assad. Comme je vous disais, on avait un peu oublié que ce régime existait, et en quelques jours, les villes vont tomber les unes après les autres, donc deux têtes, Alep, Homs, Hama et je pense Damas. Ou alors j'ai fait une petite différence entre Hama et Homs dans l'ordre chronologique, mais peu importe, comme on les appelle dans les médias, c'est des villes verrous qui sautent les unes après les autres, sans beaucoup de combats. Alors au début, on pouvait penser que les troupes préféraient se replier vers des zones plus loyalistes.
les troupes, bien sûr, gouvernementales, notamment, enfin les troupes gouvernementales, l'armée syrienne et les milices chiites, notamment vers Damas, Latakia, etc. Mais on a vu que les villes sont tombées les unes après les autres, et je pense même que le régime a été totalement débordé. Ce qui ferait penser que c'était peut-être un régime, une puissance au pied d'argile, qui s'est en fait effondrée sur elle-même, et où il fallait pas grand-chose. Une petite pichenette, un château de cartes, on peut appeler ça comme on veut, qui a fait que ce régime s'est totalement effondré. Donc déjà, effectivement, c'est un étonnement, la chute du régime Bachar el-Assad, c'est un étonnement. Alors peut-être qu'un étonnement aussi parce qu'on ne suivait pas régulièrement, finalement, cette guerre, qui n'était pas pris vraiment une guerre sur la fin, mais on pouvait se demander finalement si est-ce que Bachar n'avait pas finalement vaincu, ou est-ce qu'il n'avait pas établi une sorte de statu quo en sa faveur. Et maintenant, il faut s'interroger sur les raisons de la chute. Pourquoi est-ce que la dynastie Assad, donc avec Hafez le père et Bachar le fils, donc en gros une 50aine d'années, je pense, de régime, s'est effondré. Et je pense qu'il y a en fait deux guerres qui ne sont pas du tout étrangères. La guerre en Russie, puisque la Russie a maintenu à flot le régime de Bachar pendant la guerre, contre les factions rebelles ou contre l'État islamique. La Russie était là à un moment, justement, peut-être en termes de conseillers militaires, de matériel, etc., du moins de présence, pour empêcher effectivement ce régime-là de s'effondrer. Et ensuite, c'est le Hezbollah et l'Iran. Et là, c'est là où peut-être le bas blesse pour les Syriens, parce qu'il faut rappeler que Bachar el-Assad est un alawite, c'est un chiite, une sous-branche du schisme. Ce sera un peu compliqué à expliquer, mais c'est une sorte de schisme très particulier, très hétérodoxe. Donc on peut imaginer peut-être que effectivement Bachar el-Assad a eu à souffrir de ces deux guerres. Pourquoi ? Parce qu'en fait les Russes ne peuvent plus se permettre de déployer des troupes ou avoir une présence militaire, financière ou matérielle autre part qu'en Ukraine, enfin qu'en Russie et en Ukraine on va dire. Donc ça peut être aussi un point qui a joué totalement en défaveur de Bachar. Et ensuite, le fait que le Hezbollah ou l'Iran n'avaient plus non plus les moyens militaires, financiers, humains finalement, pour soutenir le régime de Bachar. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que cet homme qu'on voit ici à l'écran, le leader des rebelles islamistes, il peut peut-être dire merci à Israël quelque part, d'avoir fortement affaibli le pouvoir chiite dans la région. Cet homme en a profité, effectivement, et alors bien sûr, il a sans doute eu aussi des soutiens financiers, parce qu'on les estime proches du Qatar. Ils étaient présents surtout dans la poche d'Idlib, donc lui et son groupe armé, donc je crois que c'est à peu près 30 000 hommes. Est-ce qu'ils n'ont pas aussi fait profil bas pendant des années ? Est-ce qu'ils n'ont pas pensé leur plaie, ou léché leur plaie, comme on dit, c'est une expression, pour plus tard frapper plus fort, profiter de la faiblesse qui allait arriver à un moment du régime de Bachar, du régime alawite finalement. Alors faiblesse qui était déjà là, mais qui était, disons, maintenue à flot, qui était masquée par des aides extérieures. La donne géopolitique a changé, donc effectivement, à partir de là, la conquête a été très rapide. L'actualité était très dure à suivre, très dure à commenter, à analyser, parce que jour après jour, il y avait des villes qui tombaient. Littéralement, c'est l'image du château de cartes qui s'effondre en un seul instant. Et comme je disais plus tôt, en fait, finalement, l'actualité fait loi, puisque même un Macron aujourd'hui va se permettre de faire un petit commentaire. Enfin, tout le monde y va de son commentaire. Les experts sont à nouveau invités, comme dans la période, on va dire 2011, 2015, 2016, 2017, qui est la grande période de l'actualité syrienne. Beaucoup avec les YPG, avec les Kurdes, et aussi beaucoup avec l'État islamique, qui faisaient l'actualité. Et après, il y a des conflits, il y en a partout dans le monde, mais tous n'ont pas effectivement l'actualité du conflit syrien. Donc effectivement, une actualité qui est remise sur le devant de la scène, avec généralement des explosions de joie un peu partout, notamment de la part des Syriens réfugiés à l'étranger, qui estiment à nouveau qu'on leur a rendu finalement leur pays, entre guillemets. Et tout ça pour dire finalement que on arrive à un point où, voilà, alors là, au moment où je parle,
j'ai un petit peu vérifié avant, mais le régime s'est totalement effondré. Apparemment, Bachar el-Assad est en fuite. Son ministre a annoncé qu'il laisserait le pouvoir, finalement, quasiment à qui il voudrait, quasiment. Et tout ça pose aussi des questions. Est-ce qu'il y a réellement des raisons de se réjouir? Puisque je vois beaucoup de gens qui se réjouissent à droite à gauche, tout comme on s'était réjoui quand par exemple, enfin on s'était réjoui, moi pas personnellement, parce que j'étais trop jeune à l'époque, mais quand l'Irak de Saddam Hussein est tombé, il y a eu des grandes émotions, des grands élans de joie, des éléments populaires de joie, à la fois dans le pays et à l'extérieur, aussi pour mettre des points de vertu, pour signaler des points de vertu, pour dire à quel point la fin d'un dictateur, c'est une période heureuse, alors certes, mais quid finalement du lendemain? Est-ce qu'il y a des raisons réellement de se réjouir? Donc est-ce que ce monsieur, ici présent, ce leader, et donc le régime qu'il voudrait instituer, est-ce qu'il va faire un petit peu en Afghanistan, où les talibans ont semblé donner sur l'échelle internationale des gages de respectabilité, d'une volonté finalement de s'intégrer au concert des nations, etc., de prendre sa place, quitte à faire peut-être des accords commerciaux, peut-être avec la Turquie d'ailleurs, proche voisine, ou ou plus généralement avec les pays occidentaux. Est-ce qu'il va nous dire que finalement il voulait vraiment mettre fin à Bachar el-Assad et proposer un nouveau type de régime qui soit plus respectueux de tous? C'est une possibilité. Mais des questions se posent. Parce qu'il y a aussi des précédents assez forts. Donc on l'a dit, précédent afghan, avec finalement les États-Unis qui mettent fin au régime afghan, aux talibans en 2001, avec l'intervention suite au 11 septembre. Mais dans le même temps, ils essaient ensuite de remettre un homme au pouvoir, de tête Hamid Karzai. Ça ne marche pas, la démocratie ne s'implante pas, et quelques décennies, enfin plus d'une décennie, une quinzaine d'années plus tard, les talibans reviennent au pouvoir. Et finalement, on ne peut rien faire d'autre qu'accepter qu'ils reviennent au pouvoir, puisqu'ils ont pris le pouvoir. Ils ne semblent pas ils semblent être en position de force pour le garder. Donc ça, c'est l'exemple afghan, mais je pense qu'un exemple qui est encore plus frappant, c'est l'exemple l'exemple irakien, qui a partagé une sorte de destin commun avec la Syrie, notamment avec l'État islamique, qui a créé un califat assez grand, qui était, je crois, de l'ordre de la Grande-Bretagne, en termes de grandeur géographique, et un califat qui le séparait à la fois entre l'Irak et la Syrie. Et en fait, ce qui est intéressant chez les Irakiens, c'est que si on regarde un petit peu la répartition démographique et religieuse, 78% de chiites, 17% de sunnites et 11% de kurdes. Et justement, le grand problème de l'Irak, Saddam Hussein, c'est qu'on n'a pas su finalement équilibrer. On n'a pas su donner un équilibre du pouvoir, à tel point que les uns ou les autres, ont pu sembler, se sentir dépossédé du pouvoir. Et c'est notamment pour ça qu'a prospéré l'État islamique. L'État islamique a prospéré sur le fait que les chiites étaient emparés du pouvoir au détriment des sunnites. Et bien sûr, il y a encore la question kurde qu'on va évoquer dans très peu de temps. Pareil, par exemple, la Syrie, c'est une sorte de patchwork aussi ethnico-religieux. 78% de sunnites, donc c'est quasiment la même chose, mais là c'est pas des chiites, c'est des sunnites. 12% d'alaouites, donc les alaouites, je vous dis, c'est une sous-branche du chiisme, et surtout c'était les principaux soutiens, puisque Bachar el-Assad lui-même est un alaouite, et il tenait en fait la bande côtière avec Latakia comme ville principale. Ensuite on a 10% de chrétiens et 10% de kurdes. Donc là il y a beaucoup de questions qui vont se poser. Certes, le régime s'effondre, là c'est l'évidence, l'Iran ne peut plus rien sauver, la Russie n'aura même pas envie de sauver, parce qu'ils sont très occupés ailleurs. L'idée ici maintenant, c'est, certes on se réjouit de la chute donc d'un régime, à tort ou à raison, on verra bientôt, mais maintenant c'est qu'est-ce qui va se passer, puisqu'on voit ici sur cette carte que globalement on a l'opposition syrienne qui a repris une grande partie du territoire, en vert donc. On a les forces kurdes en jaune qui ont opéré aussi quelques mouvements. Et voilà, en gros, c'est la nouvelle donne géopolitique de l'Irak.
Donc qu'est-ce qui va en être demain? Est-ce que il va y avoir une sorte de rébellion d'État dans l'État alaouite, qui refuserait par exemple la domination sunnite? C'est pas totalement comment dire, inenvisageable. Et surtout, quid finalement des Kurdes? Parce que ce nouveau régime va s'installer, il va vouloir bien sûr créer une respectabilité, mais aussi établir une souveraineté. Est-ce qu'il va de facto donner une sorte d'autonomie aux Kurdes du YPG, qui sont déjà bien installés quand même, qui en plus ont fortement combattu contre l'État islamique et qui sont une force militaire importante? L'idée maintenant, c'est comment gouverner ce pays. Que les gens soient contents que Bachar soit tombé, je l'entends. Mais qu'il n'y ait pas des questionnements sur le lendemain de cette chute, là c'est plus compliqué. Je pense que beaucoup des experts et même des réfugiés ne sont pas dupes. Ils savent que l'avenir est très incertain. Ils savent que l'avenir il est totalement flou. Les autres, c'est qu'ils n'ont pas une grande connaissance effectivement du conflit, je pense, du conflit syrien et surtout des dynamiques, des problématiques et des composantes du pays. Mais est-ce que par exemple le droit des Yézidis, enfin non, Yézidis c'est plutôt en Irak, est-ce que par exemple le droit effectivement des chrétiens sera respecté, des minorités chrétiennes? C'est pas évident. C'est pas évident du tout, c'est pas assuré. Est-ce que sunnites et alaouites seront trouvés à un terrain d'entente? Est-ce que effectivement on aura affaire à une sorte de régime islamiste modéré, si tant est que ça puisse dire quelque chose? Est-ce que pour l'instant c'est un régime effectivement qui semble aller dans le sens de on veut rétablir, on veut reconstruire derrière. Maintenant, il y a aussi une autre question, c'est qu'effectivement Israël a provoqué cet effondrement. La Syrie de demain sera affaiblie. Quelles seront les relations avec le Liban voisin? La Syrie a toujours été, comment dire, assez intéressée par le Liban. Est-ce que l'Iran, pareil, va essayer de mettre son grain de sel dans la politique intérieure syrienne? Est-ce que on va avoir à nouveau des combats? Est-ce que on va rentrer en guerre entre les YPG, ce qui me paraît assez peu probable quand même, les YPG et le nouveau régime? Enfin bref, beaucoup plus de questions qu'il y a de réponses aujourd'hui. Effectivement, c'est dur d'analyser. Pourquoi? Parce que déjà, tout est frais, tout a été très 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 vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite. Et donc il est assez dur aujourd'hui de donner des réponses. Des questions se posent, certes, mais les réponses sont très, comment dire, il y a peu de réponses sûres, il y a beaucoup de questions qui se posent. Donc voilà, je crois que on peut arrêter cette vidéo finalement sur cette conclusion. La conclusion, c'est que finalement rien n'est sûr. Bonne soirée à vous.